J'introduis maintenant le professeur Mariette. La recherche dans le domaine de l'œsophage de l'estomac est moins avancée que pour le reste de la pathologie digestive, notamment pour le côlon et le rectum. Mais vous verrez, d'après sa présentation, que c'est en pleine expansion et qu'il faut prendre aussi sérieusement, évidemment, que possible la recherche clinique dans ce domaine, dans cette pathologie, que pour les autres localisations. Sinon, on n'avance pas. C'est impossible maintenant d'avancer dans ces domaines simplement en disant mon expérience est celle-ci. Même si pour l'érythromycine, pour Jacques, ça marche. D'accord. Mais la recherche clinique, c'est très important. Et la recherche fondamentale également. Christophe, où on en est en 2014 dans ce domaine? Donc, merci beaucoup pour cet honneur qui nous est fait de pouvoir organiser cette séance. Donc j'ai effectivement pris le parti de mettre à l'honneur un petit peu de recherche. Pour vous faire rapidement, je ne vais pas faire un bilan exhaustif de tout ce qui existe, mais des points principaux, pour vous montrer qu'on critique beaucoup la France sur plein de choses en ce moment, sauf que il y a aussi des choses qui marchent bien, et c'est un des exemples. Il y en a d'autres, bien sûr, sur l'organisation et la structure de l'action de la recherche. Alors bien sûr, pour des raisons de concision, je vais me concentrer sur la partie cancer, donc c'est uniquement des essais cliniques œsogastriques que je vais vous présenter tournant autour du cancer. La deuxième chose, c'est que je vais vous présenter que des grosses études nationales, c'est-à-dire qui sont financées soit par des PHRC, soit par des programmes européens, soit par des industriels aussi, mais toujours avec une vision multicentrique. Et l'idée ici est de vous présenter un petit peu ce qui est en cours en 2014 et ce qu'on devrait voir arriver dans les 5 à 10 ans comme innovation dans le domaine de la prise en charge de ces cancers. Alors, vous m'excuserez, les diapositives sont en anglais, mais vous savez que toute la recherche maintenant sur le cancer en France est centralisée à l'Institut du cancer et que tous les appels d'offres sont en anglais. Ce premier essai, qui est un essai, on commence par la pathologie métastatique. Juste pour vous resituer, et vous allez devoir me croire, la littérature sur le sujet en quelques mots. Tout le monde en situation métastatique dans le cancer de l'œsophage reçoit une chimiothérapie. Vous savez que c'est une situation qui est quand même fréquente, puisque 85% des cancers sont diagnostiqués, notamment pour l'épidermoïde, à une phase métastatique au diagnostic. Tout le monde prescrit une chimiothérapie. Il n'y a aucune étude dans le monde qui dit que cette chimiothérapie a un intérêt. Et donc cette phase 2, qui est une phase de Lilloise du Centre de lutte contre le cancer, va évaluer, et c'est l'étude E10, une étude donc qui est en cours, va évaluer une chimiothérapie d'induction chez les patients métastatiques pour un carcinome épidermoïde de première intention. On va ensuite évaluer de façon clinique sur un scanner la réponse à cette chimiothérapie et seront randomisés les patients qui sont répondeurs entre une poursuite de la chimiothérapie au long cours jusqu'à progression versus une poursuite puis un stop de la chimiothérapie. Et donc c'est la première étude randomisée qui nous donnera un intérêt, s'il y en a un, à la chimiothérapie à réaliser en phase métastatique. Alors vous me direz pourquoi on n'a pas randomisé avec ou sans chimiothérapie d'emblée. Vous avez bien compris que le comité d'éthique et les comités de patients auraient refusé cette randomisation. L'objectif primaire est une mesure de la survie sans progression après randomisation. Et bien sûr, on va évaluer les toxicités de cette chimiothérapie ainsi que la qualité de vie des patients. Il nous va falloir 60 patients et voici un petit peu les courbes de progression. Donc vous avez en vert la courbe de progression et donc on le verra souvent dans le cancer œsogastrique. Vous allez voir que les courbes de progression des essais randomisés sont très inférieures à ce qu'on peut espérer par rapport à l'incidence en France de ces cancers. Je vous rappelle que la France est parmi les pays d'Europe le plus touché par les cancers œsogastriques et c'est un des pays où les essais cliniques avancent le moins et on pourra en reparler à l'occasion de la discussion sur la mobilisation des acteurs autour de la recherche. Et vous savez que dans le plan Cancer 3, ça a été largement priorisé par notre président François Hollande pour essayer de regrouper nos forces pour avancer plus rapidement le domaine de la recherche sur le cancer et inclure plus de patients dans les essais. Cet essai, je vais passer rapidement, juste pour vous dire que vous allez voir probablement une publication paraître d'ici 2014, d'ici fin 2014, une publication très attendue dont le Dr William Robb a déjà parlé, qui cherche à évaluer dans 13 centres en France la technique de la chirurgie mini-invasive comparativement à la technique ouverte. C'est aussi un essai qui est intéressant parce qu'il a commencé il y a quelques années, en 2009, et qu'il a aussi pour vocation à éduquer avant même le lancement de l'essai les équipes, c'est-à-dire toutes les équipes, pour celles qui ne maîtrisaient pas la technique, ont été formées avec des vidéos et des visites sur site pour être sûr que la learning curve ne soit pas comprise dans cette technique. Vous savez que c'est un des biais habituels des évaluations, de l'évaluation de l'innovation en chirurgie. Cet essai, qui est une fierté française, est un essai dont le promoteur est lyonnais, le professeur Gléhen,
qui, vous le savez, part du principe que dans le cancer de l'estomac, la survie est mauvaise, mais qu'elle est mauvaise essentiellement du fait d'une récidive péritonéale dans plus de 50% des cas de la maladie. Vous savez également qu'il y a des programmes de chimio-hyperthermie intrapéritonéale qui ont été développés, qui ont été efficaces dans le côlon, mais malheureusement dans l'estomac, les survies sont très mauvaises, même après éviction de toute la maladie péritonéale et chimiothérapie hyperthermie intrapéritonéale. Et donc l'innovation ici vise à appliquer cette procédure de CHIP, donc de chimiothérapie hyperthermie intrapéritonéale, immédiatement après le geste de gastrectomie, en préventif chez des patients qui n'ont pas de carcinose, mais qui sont exposés du fait d'une tumeur localement avancée, d'un envahissement ganglionnaire et ou d'une cytologie positive à une carcinose péritonéale. Et donc l'essai, évidemment, va avoir comme vocation principale à améliorer la survie globale de ces malades, encore une fois, chez des malades ciblés, porteurs d'un cancer localement avancé, chez qui on attend une récidive sous forme de carcinose élevée. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on pose l'indication d'une gastrectomie curative pour ces patients, a fortiori sont T3, T4, EON+, et ou avec cytologie positive, comme je vous l'ai dit, les patients seront randomisés, après bien entendu obtention de leur consentement éclairé, entre une chirurgie classique sans chimiothérapie intrapéritonéale versus une CHIP réalisée immédiatement après la gastrectomie, avec liberté, selon les recommandations européennes actuelles, de réaliser un traitement néo et ou adjuvant en complément de cette procédure de CHIP. L'essai a tout juste commencé il y a quelques mois et actuellement il y a une dizaine de patients inclus. Les objectifs principaux et secondaires sont listés ici. En objectif principal, bien entendu, dans le cadre d'un domaine du cancer et a fortiori dans un cancer grave, la survie globale à 5 ans est l'objectif qu'on attendait. Et bien sûr, tout un tas d'études ancillaires vont être réalisées pour essayer de mieux comprendre quels sous-groupes de patients vont bénéficier au mieux de cette stratégie. Vous voyez qu'il y a quand même un enjeu, 300 patients inclus, un peu plus, ce qui est beaucoup pour le cancer gastrique, qui a fortiori dans une technologie de CHIP, et donc beaucoup de centres ont été sollicités, que ce soit des centres spécialisés de la CHIP ou des centres non spécialisés comme le nôtre. Les patients, donc rien de spécifique, si ce n'est qu'évidemment il faut que ce soit des cancers localement avancés, dont la tumeur ne dépasse pas la jonction œsogastrique. Autre innovation, qui est cette fois une prise en charge multidisciplinaire, qui est un essai international de phase 3 que j'ai l'honneur de coordonner, qui s'intéresse à, on l'a vu, on a des traitements de plus en plus agressifs, à essayer d'améliorer l'état nutritionnel et plus globalement l'état général des patients pour supporter ces stratégies de traitement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance, pour éradiquer le cancer, à intensifier les prises en charge. On a fait de la chirurgie, on a fait de la chirurgie étendue, on a ajouté de la chimiothérapie après, maintenant on ajoute de la chimiothérapie avant et après. Ensuite, on va ajouter de la radiothérapie, on peut ajouter des immunothérapies, sauf que personne ou peu d'études s'intéressent aux patients et à ce qu'il peut supporter en termes d'hôte. Et donc l'idée de cette étude est de renforcer l'hôte, c'est-à-dire, certes, on peut se permettre d'agresser plus la tumeur, mais encore faut-il peut-être renforcer l'hôte pour que le patient, et donc l'hôte, puisse supporter au mieux ces stratégies thérapeutiques. Et peut-être, et c'est l'hypothèse du travail, en renforçant l'hôte, on améliorera la tolérance, bien sûr, mais aussi la réponse au traitement, en tout cas, c'est l'hypothèse. Fort de ça, vous savez qu'il y a un produit qui est commercialisé par le laboratoire Nestlé, qui s'appelle l'immunonutrition, dont il est objet ici, et cette immunonutrition est recommandée avec un niveau de preuve A, sur base de plusieurs essais randomisés, pour être administré dans la semaine qui précède une chirurgie pour cancer. L'idée là est d'administrer ce traitement, et c'est le schéma que je vous ai mis ici, pendant toute la phase de traitement néoadjuvant. Vous savez que ces cancers de l'œsophage et de l'estomac bénéficient quasiment tous d'un traitement par chimio et ou radiochimio avant l'opération. Et donc l'idée est d'accompagner sur le plan nutritionnel ces patients pendant cette phase néoadjuvante de façon intensive, avec un soutien nutritionnel soit oral, soit entéral, et donc cette immunonutrition versus un bras contrôle. C'est un essai européen, 10 pays, 500 patients attendus, en double aveugle avec un placebo dans le bras contrôle, évidemment, des évaluations complètement en aveugle de la part du médecin et du patient, à la fois des objectifs du cancer, mais aussi, et c'est une deuxième originalité de cet essai, de la qualité de vie, dont vous savez que ça sera probablement l'endpoint qui va supplanter dans le cancer la survie globale dans les années à venir, pour prendre en compte des items patients plus que des items de survie. Vous comprendrez aisément que dans le domaine du cancer, allonger la survie c'est bien, mais des industriels ont surfé sur l'affaire en améliorant la survie des patients de 15 jours avec des molécules innovantes très coûteuses, sans aucun bénéfice pour le patient en termes de qualité de vie. Et donc c'est de plus en plus remis en question ce bénéfice de survie seul. Objectif secondaire tout à fait habituel dans le domaine du cancer, avec des critères d'inclusion qui concernent bien sûr des patients porteurs d'un cancer localement avancé, c'est-à-dire éligibles à un traitement néoadjuvant, que ce soit du tube digestif haut comme l'œsophage ou plus bas intra-abdominal comme l'estomac.
Autre essai également qui est basé, lui, sur une constatation clinique qui est coordonnée par Guillaume Piessen, ici présent, qui cherche à évaluer dans un sous-type de cancer dont on a probablement dû vous parler déjà ici, qui est un cancer extrêmement de mauvais pronostic que vous connaissez sous le terme de LINIT et dont la dénomination histologique est plutôt les cancers à cellules indépendantes ou à cellules isolées ou en cellules à bague à chaton. Tout ceci sont des synonymes qui évoluent avec le temps. Et l'idée est de partir de constatations cliniques qui ont été ensuite suggérées dans des grandes études multicentriques, notamment françaises, que ces tumeurs sont plutôt chimio-résistantes. Et on a notamment publié une série de 1000 malades dans 30 centres en France, montrant que, de façon rétrospective, après comparaison de groupes qui s'avéraient comparables, les patients qui avaient un adénocarcinome indépendante vivaient moins longtemps s'ils avaient une chimiothérapie avant l'opération, comme si ces cellules ou leur environnement, qu'on appellera le stroma, empêchaient la chimiothérapie d'être efficace. Et donc l'idée est très simple, c'est de démontrer de façon scientifique, maintenant qu'on l'a montré dans des études rétrospectives scientifiques, c'est-à-dire dans le cadre d'un essai randomisé, cette chimiorésistance. Et donc 2 groupes de patients vont être traités. En haut, le schéma standard qui est actuellement recommandé pour tous les cancers de l'estomac, quel que soit le type histologique, qui est une chimio avant et après l'opération. Et en bas, on commencera par une chirurgie et on terminera par la chimiothérapie de façon à débulker la tumeur le plus vite possible. Dans l'hypothèse où si elles sont vraiment chimiorésistantes, on pourrait améliorer la survie des patients en orientant la stratégie. Donc cet essai est en cours actuellement, avec comme objectif principal pour cette phase 2 la survie globale à 2 ans, puis ensuite les systèmes habituels d'évaluation du cancer, notamment encore une fois de la qualité de vie. L'autre originalité, c'est ce qui a marqué tout en bas, c'est l'étude oscillaire, c'est-à-dire que de plus en plus on travaille avec des scientifiques des sciences humaines et sociales. Donc par exemple mon service est affilié à celui de l'université de Lille 3, on travaille avec des responsables des sciences humaines et sociales, des sociologues, qui vont essayer de voir quel est l'impact sur le patient, mais aussi sur le partenaire, de ces stratégies de traitement. Finalement, qu'est-ce qu'on va générer sur le plan émotionnel auprès du patient et de son entourage en lui disant vous allez commencer à être traité dans un essai thérapeutique premièrement. Deuxièmement, on va peut-être soit vous traiter par chimio, soit par chirurgie. On n'a qu'une évaluation de ce que cela peut provoquer sur l'émotion du patient, sur son acceptabilité en termes de thérapeutique, de traitement, de stratégie thérapeutique, pardon. Et surtout, on aimerait savoir quel est l'impact du conjoint dans l'acceptation du patient et ses stratégies de traitement, parce qu'on se doute, et c'est votre expérience comme la nôtre, que le patient, le conjoint peut très bien appuyer le patient et que le patient peut se soutenir et se sentir soutenu par le conjoint. À l'inverse, des patients isolés vont beaucoup moins être compliants et tout ceci n'a jamais été étudié. Il y a 0 publication sur le sujet alors qu'on sent que c'est un problème prégnant dans le quotidien. Les inclusions, évidemment, des adénocarcinomes cellules indépendantes seront inclus de stade localement avancé, donc éligibles à un potentiel traitement néoadjuvant, sinon pas d'autres spécificités. Une étude au design assez spécifique et dédiée au cancer qui est une phase 2-3. On commencera à tester notre hypothèse sur l'étude randomisée sur les 84 premiers patients pour ensuite continuer en phase 3 et avoir les données de survie globale au long cours. Un essai qui vient d'être financé au PHRC et qui répond à une question clinique aiguë. On a publié récemment dans le service notre expérience concernant la stratégie thérapeutique et notamment chirurgicale après une radiochimiothérapie. Vous savez qu'après cette radiochimiothérapie dans le cancer de l'œsophage, il y a des patients chez lesquels on ne retrouve plus de tumeurs. Et la question est de savoir pour nous chirurgiens, est-ce qu'il faut ou pas opérer ces patients? Autrement dit, est-ce que la disparition de toute tumeur grâce à un traitement oncologique est synonyme de guérison? Une étude rétrospective du service laisse suggérer, qui a été publiée récemment dans Annals of Surgery, que non, autrement dit, il faut encore opérer ces patients même si on ne voit plus de résidus tumoral. Néanmoins, encore une fois, à partir du moment où ces études sont rétrospectives, on a décidé de l'évaluer via une étude multicentrique nationale qui va probablement être européenne. On est en cours de discussion avec des groupes suisses, allemands et peut-être anglais pour évaluer dans une stratégie d'essai randomisé des patients qui seront après une radiochimiothérapie d'induction mis en réponse clinique complète sur des critères stricts et ces patients seront randomisés entre chirurgie systématique versus chirurgie à la demande, c'est-à-dire qu'évidemment pour des raisons éthiques évidentes, si une récidive locale résécable est diagnostiquée dans le groupe surveillance, le patient sera éligible à une chirurgie de rattrapage. Et donc vous voyez le but de ça, et les hypothèses statistiques ont été un peu designées par Lille, c'est de montrer la supériorité du bras chirurgie sur le bras sans chirurgie.
Autre essai dont les résultats devraient être publiés assez récemment, on a fait beaucoup de bruit autour des biothérapies, notamment le cetuximab, qui est un anticorps anti-EGFR, a été montré comme particulièrement efficace dans le cancer colorectal métastatique pour améliorer la résécabilité et la survie sans progression et la survie globale des patients atteints d'un cancer du côlon métastatique. L'idée était de tester cette biothérapie dans le cancer œsogastrique. C'est un essai donc qu'on a réalisé avec nos confrères oncologues à l'échelle nationale. L'essai est terminé, qui était tout simplement une évaluation de l'intérêt du cetuximab ajouté aux chimiothérapies standards dans les cancers de l'estomac et de la jonction œsogastrique, avec une stratégie pré- et post-opératoire, des critères de jugement qui étaient à la fois la toxicité et la réponse au traitement, et bien sûr des critères habituels secondaires, notamment la survie et encore une fois la qualité de vie de ces patients. Les résultats devraient arriver d'ici quelques mois. Les critères d'inclusion, bien sûr, rien de spécifique, si ce n'est des patients éligibles à la chimiothérapie et qui acceptent de participer à l'essai. Autre innovation thérapeutique qui répond à un problème aigu, c'est cette étude paucicentrique, 3 centres en France sur ces malades extrêmement lourds à prendre en charge et qui nécessitent une technologie, et vous allez le voir, un investissement médicamenteux important entre donc l'IGR, Lille et Lyon, sous l'investigation du professeur Elias, qui est cet essai de phase 1-2, financé par un PHRC, donc de l'Institut national du cancer, qui va évaluer chez les patients porteurs d'une carcinose péritonéale peu évoluée dans le cancer de l'estomac, l'intérêt d'enlever cette carcinose, mais surtout de traiter la maladie microscopique résiduelle. Et pour ceci, on utilise un anticorps anti-EpCAM, qui s'appelle, comme je vais vous le montrer après, qui s'appelle le catumoxomab. Et cet anticorps anti-EpCAM est commercialisé et a été surtout montré dans une phase 3 intéressant chez des patients palliatifs dans la diminution de la production d'acide chez les patients porteurs d'une carcinose péritonéale. Comme si le fait d'administrer ce produit permettait de réduire la charge tumorale péritonéale. Et donc ça a été démontré comme efficace en palliatif et le médicament a une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Et donc on s'est dit que peut-être en périopératoire, on pourrait améliorer les résultats du débulking chirurgical en enlevant le primitif, en enlevant la carcinose et en ajoutant ce traitement très péritonéal qui est un traitement séquentiel de 6 jours avec des bains de 48 heures, qui est évidemment à haut risque. À haut risque pourquoi? Parce qu'on va mettre ce qui nous a toujours été enseigné comme une contre-indication, c'est-à-dire un bain de 2 litres. Nos anastomoses vont baigner, et Dieu sait qu'elles sont risquées et à risque de fistule après gastrectomie totale. Nos anastomoses vont baigner pendant évidemment 6 jours dans ce produit. Et la deuxième chose, c'est que l'anticorps est un anticorps humanisé, mais c'est un anticorps de souris. Et il y a des raches majeures qui ont été décrits, pas spécialement des raches cutanées, mais des réactions immunollergiques très sévères avec défaillance respiratoire. Et il y a déjà un décès à déplorer dans l'essai. Évidemment, il faut absolument s'assurer que la balance bénéfice-risque soit en faveur du médicament. Et donc, la première objectif est d'évaluer la tolérance du traitement avant ensuite d'évaluer son efficacité. Donc, l'essai est en cours. Il y a actuellement 7 patients inclus de mémoire en France sur ces 3 centres. Et comme vous l'avez compris, un monitoring extrêmement serré avec 2 doses de médicaments comme c'est habituel en phase 1 pour savoir quelle est la dose la plus efficace et la moins toxique pour les patients après gastrectomie totale et prise en charge oncologique habituelle et vous l'avez compris, débulking tumoral optimum de la maladie péritonéale. 40 patients sont attendus sur ces 3 centres avec comme objectif principal la survie à 2 ans, évidemment prenant en compte également la mortalité post-opératoire. Une autre innovation dont on est particulièrement fier à l'échelle du pays, c'est ce financement de mégabases. Vous savez que actuellement la recherche change un petit peu de braquet. On a beaucoup, et je vous l'ai montré jusqu'à présent, d'études qui sont des études classiques et c'est randomisé comparant un bras expérimental et un bras contrôle. Mais on sent que c'est long cette recherche, on sent aussi que c'est coûteux et on sent aussi que quand on dresse des hypothèses, 10 ans après quand l'essai est terminé, peut-être ces hypothèses sont dépassées. Donc l'idée est d'aller un peu plus vite maintenant en recherche, en faisant, je dirais, d'une méthodologie, avec une approche méthodologique complètement différente, c'est de collecter les données de façon prospective, extrêmement rigoureuse, de façon multicentrique et systémique, c'est-à-dire un enregistrement systématique des patients. Et cet enregistrement systémique de données cliniques, biologiques et tumorales va permettre très rapidement, et c'est l'objet de cette base de données qui a été financée par l'Institut du cancer, dont je suis avec le professeur Anis, le coordinateur national, d'avoir des données rapidement sur des dizaines de milliers de patients, puisque 30 000 malades sont attendus en quelques années en France, un enregistrement systématique dans tous les CHU et tous les centres de lutte contre le cancer, de tous les patients traités, que ce soit en phase curative ou palliative, opérés ou non, d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac.
Donc l'objectif est de récupérer ces données pour ensuite, évidemment, comme je vous l'ai mis ici, permettre de comparer des stratégies à l'échelle nationale de traitement. Est-ce qu'il faut faire de la radiochimie à tout le monde? Est-ce qu'il y a certains sous-groupes de patients qui vont bénéficier plus d'une approche de chirurgie première? On en a eu un exemple tout à l'heure. Essayez également de s'intéresser à d'autres données qui sont pour l'instant laissées à l'abandon, comme des données de sciences humaines et sociales. Un gros problème, par exemple, en cancer de l'œsophage, vous le savez, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, les patients arrivent tardivement à la consultation, et que tant qu'on n'aura pas réglé ce délai d'accès aux soins, on continuera à avoir des taux de survie mauvais. Et donc l'idée est d'essayer de comprendre pourquoi ces patients arrivent tardivement, surtout s'ils sont issus de milieux défavorisés, à la consultation avec des cancers localement avancés, et essayer également de comprendre pourquoi ces tumeurs sont résistantes au traitement actuel, c'est-à-dire que malgré les stratégies de chimio, rayons, chirurgie qui sont extrêmement lourdes et qui sont ajoutées les unes aux autres, la grande majorité de ces patients vont décéder. Donc voilà un petit peu la cartographie. Tous les centres de lutte et tous les CHU sont engagés dans cette base de données, qui est évidemment appuyée pour l'instant par une somme conséquente de l'INCa qui avoisine les 1 million d'euros et qui est complétée par des subventions industrielles de façon à pouvoir animer ce réseau qui va se mettre en place là dans les mois à venir maintenant, et qui est structuré donc autour du centre de traitement de données du Cancéropôle Nord-Ouest, avec une énorme base de données qui va être générée et des financements alloués pour du personnel qui va rentrer ces informations. On ne va pas demander aux chirurgiens de prendre sur leur temps libre, rassurez-vous, mais on va effectivement employer, ou en tout cas donner l'argent pour employer les personnels dédiés qui vont rentrer ces informations. Tous les patients, quelle que soit leur prise en charge, pour un cancer œsogastrique, seront rentrés dans la base de données, sous réserve qu'ils nous donnent leur accord, et on va collecter ainsi à des temps de traitement T1, T2, T3, T4, qui correspondent à des phases avant ou pré-chirurgie, des données cliniques, ça c'est simple, des données biologiques, prélèvement sanguin, des données tumorales, biopsie, pièce opératoire, des données de qualité de vie et des données de sciences humaines et sociales. Comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser au profil émotionnel, sociaux des patients pour essayer de mieux comprendre quelle approche leur proposer pour notamment réduire les délais d'accès aux soins et faciliter la compliance au traitement. Donc on a des phases de passage de questionnaire, je vais passer rapidement, de prélèvement et de mise en banque de milliers de données biologiques, de sérum et d'ADN qui pourront être exploitées soit par les scientifiques français mais aussi européens. Il y a une grosse promotion de cette recherche qui est faite à l'échelle européenne, qui intéresse déjà beaucoup les Allemands et les Anglais, mais également une banque de données tumorales qui, elle, intéresse beaucoup les industriels, puisque ça va leur permettre d'avoir accès à des données en quantité importante et contrôlées sur le plan qualité à grande échelle. Et puis il y a aussi, la France n'est pas toute seule, la France agit effectivement avec ses partenaires européens, et on est fiers de vous présenter quelque chose qui est juste contractualisé, qui est la collaboration française à un essai d'origine irlandaise, essai irlandais qui est tout juste en voie d'être lancé, il y a quelques patients inclus en Irlande, et qui va comparer finalement deux stratégies de traitement. Je vous fais court. Vous savez depuis l'essai magique que la chimiothérapie opératoire générée par l'essai anglais est un standard de prise en charge des cancers de l'estomac et de la jonction œsogastrique localement avancés. Et puis les Néerlandais, depuis tout récemment, ont publié un essai qui est appelé l'essai CROSS, qui est un essai de radiochimiothérapie dans ces mêmes indications de cancer de la jonction œsogastrique localement avancé. Et donc l'idée est de savoir, pour ces cancers de la jonction œsogastrique, qui sont à cheval entre l'œsophage et l'estomac, faut-il faire plutôt une stratégie de chimio périopératoire ou de radiochimiothérapie? Personne dans le monde n'a la réponse à cette question. Et donc l'idée, c'est de mutualiser les forces européennes à disposition autour de cet essai lancé par l'Irlande, et je suis le coordonnateur pour la France, de pouvoir lancer cette collaboration de façon à répondre rapidement à une question qui va mobiliser quand même pas loin de 600 patients et qui nécessite donc, vous l'avez compris, un effort européen pour cet essai de phase 3 qui va complètement établir de façon factuelle les pratiques. Est-ce qu'il faut faire une stratégie plutôt que l'autre? Ou réponse annexe, quel patient va bénéficier plutôt d'une stratégie de chimio versus de radiochimiothérapie? Donc le protocole, l'objectif de l'essai est bien entendu la survie globale, et bien sûr on va impliquer dans ces inclusions que des patients qui bénéficient d'un traitement, qui doivent bénéficier d'un traitement adjuvant des cancers localement avancés. Le promoteur irlandais exige, comme ça a été montré tout à l'heure, que ce soit des centres qui ont une certaine habitude de ce type de chirurgie qui participent. Donc il y a 7 centres en France, dont Lyon, qui participent. Et bien entendu, l'idée est de comparer de façon frontale ces deux stratégies de traitement qui sont des stratégies validées par 2 papiers respectivement dans les New England et New England pour le deuxième. Donc vous voyez quand même des standards mondiaux de prise en charge. Et l'idée est de les comparer de façon frontale pour voir lequel est le plus efficace. Objectif principal, toujours pareil, survie globale, objectif séculaire, qualité de vie des patients.
J'en ai terminé avec cette diapositive de conclusion pour vous dire que je crois vous avoir bien montré qu'il y a une dynamique de recherche sur les cancers œsogastriques en France, et je pense que les chirurgiens doivent s'impliquer directement, notamment auprès de nos confrères oncologues, si on veut exister et avancer sur ces cancers. Je ne vous ai pas dit dès le départ, mais c'est vrai qu'il y a un relatif désintérêt de l'industrie pour cette recherche, et donc c'est aux institutionnels et à nous en particulier de nous en occuper. Vous voyez qu'il y a un panel de phase 1, 2 et 3 qui nous permettent de mener une recherche active et dynamique. Évidemment, je ne vous ai pas présenté, mais tout ceci est affilié avec beaucoup de transversalité, notamment en recherche fondamentale et translationnelle. Et bien entendu, en dehors de l'amélioration de la vie et de la qualité de vie de nos patients, c'est indispensable pour la visibilité et la compétitivité de la France à l'échelle internationale. Je vous remercie. Je voulais vous remercier et vous dire combien on est impressionné par ce que vous nous avez présenté. Alors moi j'ai 2 questions à vous poser. La première, comment arrivez-vous à faire tout cela? Est-ce que vous allez en salle d'opération ou est-ce que vous êtes uniquement dans la tour de contrôle de tous ces essais absolument impressionnants? Et la deuxième, c'est une question de coût. Concernant l'immunonutrition, est-ce que Nestlé vous offre le produit ou bien est-ce que vous le payez et est-ce que c'est des produits qui coûtent cher? Alors, premièrement, je suis un petit dormeur, donc ça te répond à une partie de la question concernant la quantité de travail. Comme Napoléon, alors? Je ne sais pas, je ne me comparerai pas à Napoléon, mais... et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut s'entourer d'une équipe. Hein, j'ai une équipe particulièrement active et brillante, et donc on est extrêmement impliqué. On a construit aussi, un des secrets, c'est qu'on a construit un service de recherche clinique dans le service. Hein, on a 6 attachés à recherche clinique et un ingénieur qui travaille en permanence avec nous et qui mène à bien tous ces projets. Donc il faut être entouré. Après, c'est sûr qu'il faut un pilote dans l'avion, mais évidemment, si vous avez plein de choses qui marchent en automatisme, c'est 10 fois plus simple et ça vous permet de vous libérer pour autre chose. Pour la deuxième question concernant les fonds, effectivement, ces essais nécessitent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'investissements, vous l'avez vu, je les ai rappelés sur cette diapositive, qui sont des investissements venant de l'Institut du cancer qui participent largement à toute cette recherche. Et je crois qu'il faut intéresser l'industrie. Et par exemple, pour citer Nestlé, ils mettent beaucoup d'argent sous réserve qu'on leur propose un essai, je dirais, construit scientifiquement avec tact et intelligence. Ce sont des sociétés qui ont besoin, en dehors de ce qu'ils vendent comme milliards de produits tous les jours dans les supermarchés, d'une légitimité scientifique. Et je crois qu'il y a matière, avec ces industriels comme Nestlé, à avancer en recherche et à faire quelque chose qui va tourner autour de la santé du patient et autour du bien-être. J'ai une question, mais on va d'abord laisser la parole à Dominique Lasserre. Moi, je voudrais faire un petit commentaire et puis poser une question. Le commentaire, ça concerne les difficultés rencontrées lorsqu'on fait un essai randomisé. J'en ai fait beaucoup et je trouve qu'il est souvent très difficile d'inclure les patients dans des essais de phase 3 qui comparent la chirurgie seule versus la chimiothérapie à la chirurgie. Et souvent, les patients peuvent refuser l'inclusion parce qu'ils comprennent mal qu'on leur propose un traitement toxique, peut-être inefficace, et qui va retarder la chirurgie dont ils savent que c'est le traitement efficace. Le deuxième problème, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de centres participant à l'étude, il n'y a pas toujours une technique chirurgicale univoque, et tu l'as très bien dit, et il faut sûrement des centres référents. Enfin, troisièmement, les inclusions sont souvent très longues, puisqu'on n'a pas les inclure. Ça dure plusieurs années, et quand ils se terminent, la chimiothérapie préopératoire qu'on leur a donnée est déjà obsolète. Alors la question, c'est comment pourrait-on améliorer tout ça? Je sais que tu as fait un énorme travail. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est le carcan des oncologues, parce qu'il y a quelques années, Jean-Pierre Triboulet, on en a fait des essais, on n'était jamais cité dans les premiers auteurs. Là, je m'aperçois que tu apparais. Donc je vais répondre à la deuxième question. Si vous voulez être cité par les oncologues, il faut prendre leur place. Donc moi, j'ai pris le parti, avec un petit groupe de chirurgiens, de faire les essais. Exactement. Et comme ça, c'est moi qui mets les oncologues dans les auteurs, et où je ne les mets pas si ça ne me plaît pas. C'est un peu réducteur, mais l'idée est de s'investir en amont dans la création de l'essai, effectivement. Concernant la première question qui était autour des problèmes d'inclusion, je suis entièrement d'accord avec votre vision. Nous, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'en dehors de lancer des essais, on a aussi structuré les différents centres en France qui font du cancer œsogastrique. Et donc, il y a un réseau qui est maintenant labellisé sous le terme de FREGAT, pour French Research Esophageal and Gastric Tumor Working Group. Et l'idée de ce réseau,
c'est de collecter de façon, encore une fois, systématique les informations. On a commencé à viser rétrospective, on a commencé à viser prospective, on a publié une quinzaine de papiers avec ce réseau, et donc maintenant ce réseau nous fait confiance. Donc j'ai l'honneur de l'animer, mais je ne suis pas le seul, bien sûr, il y a plein d'autres chirurgiens qui l'animent en France, et ce réseau, les oncologues nous l'envient. Ils nous l'envient, donc on leur a proposé de rentrer. C'est comme ça qu'a été financée la base de données Frégat d'ailleurs. Et donc ce réseau Frégat nous permet de nous asseoir sur des expériences de gens qui vont accepter effectivement de mettre des patients, sachant que c'est difficile leur demande du travail, parce qu'ils savent que derrière il y a une valorisation. Et c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est que la recherche a évolué, c'est-à-dire que maintenant il y a une valorisation. Elle a été scientifique pendant longtemps, maintenant elle est scientifique et financière, c'est-à-dire que vous avez une incitation financière forte à mettre des malades dans des essais thérapeutiques, votre hôpital touche de l'argent à chaque patient inclus, et à publier. C'est-à-dire que maintenant, on ne publie plus uniquement pour sa carrière ou par volonté personnelle, mais aussi pour alimenter la notoriété de son hôpital. Il y a une valorisation via le système SIGAPS que vous connaissez maintenant, qui cherche à valoriser financièrement cette participation. Et à Lille, c'est un point financier extrêmement important, puisque cet argent est reversé au pôle et en partie au service, et d'où aussi la possibilité pour moi d'employer un personnel de recherche important. Merci Christophe. François Richard. Mais non, je voulais féliciter Christophe de sa présentation, et je pense qu'en effet, pour les chirurgiens, c'est un point majeur, notamment la création des bases de données et des réseaux. Si on veut exister, notamment vis-à-vis des cancérologues, il est indispensable que sur l'ensemble d'abord de la cancérologie, et que ça soit d'ailleurs les hôpitaux universitaires généraux et les centres anticancéreux, mais on puisse monter, bon, en urologie c'est des choses qu'on a également montées depuis un certain temps, et malgré ça d'ailleurs ça ne résout pas tous les problèmes entre spécialités, mais je crois, et là le rôle de l'académie peut être important pour essayer de diffuser à l'ensemble des spécialités le fait que il faut monter ces réseaux et ces bases de données, et les bases de données d'autant plus, pour continuer dans la réflexion de Dominique Lasserre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui ne vont pas rentrer dans des études pour des raisons X ou Y, mais si on ne les a pas dans des bases de données par ailleurs, d'abord sur le plan de l'activité et du futur d'activité et d'évolution d'activité en chirurgie, on n'a pas de vision, tandis que grâce à ces bases de données, on peut avoir des visions. Donc je pense que là, il y a une réflexion, et je crois qu'on contactera, parce que c'est très important qu'on diffuse ça dans le cadre de l'Académie nationale de chirurgie. Yves Chapuis. Je vous avoue, j'étais absolument fasciné par votre exposé. Ce panorama qui se prépare là devant nous est assez fascinant. Je voulais intervenir simplement à propos du point particulier de l'utilisation des méthodes, enfin des essais randomisés multicentriques qui vous essayez de développer, j'ai bien compris, à Lille. Et je lisais ce matin un papier provenant d'associations de malades qui, pour certaines, ne sont pas très favorables. Et vous savez qu'il y a une certaine résistance qui semble s'accentuer dans la population pour une participation à des essais randomisés. Et vous avez raison, c'est une crainte des médecins généralistes et des patients, mais à mon avis, c'est plus un défaut d'information. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les met maintenant dans la phase de préparation. On associe des associations de patients dans la préparation de l'essai, dans la préparation de la lettre d'information, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage, sinon, entre ce que nous, on voit et ce qu'eux perçoivent. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que nous, on essaye de centrer nos essais, enfin, on n'est pas les seuls, mais sur le patient, c'est-à-dire en orientant sur la qualité de vie plus que sur les items médicaux. Par exemple, une complication qui va sembler grave pour un chirurgien ne semblera pas du tout grave pour un patient, et inversement, je sais pas, par exemple un abcès de paroi qui nous semble pas grave peut sembler très important pour un patient. Donc je crois qu'il faut orienter l'essai autour du patient, autour de ce qui est important pour lui, et deuxièmement l'impliquer rapidement dès la conception de l'essai, avant même son financement. Et l'Institut national du cancer ne s'est pas trompé, vous ne pouvez plus déposer un dossier s'il n'y a pas une association de patients qui a donné son avis sur le dossier. Et si vous permettez, je voudrais rajouter une toute petite réflexion qui n'appellera, j'espère, pas de réponse de votre part. C'est que tout ce que nous venons d'évoquer là, dans ce progrès fascinant de la thérapeutique vis-à-vis des cancers, vous avez évoqué ce problème de la qualité de vie, et pas plus en termes de survie, mais va à mon avis plus loin. Et je pense qu'une séance comme cela, et en particulier votre intervention, serait utilement écoutée par non seulement des chirurgiens, mais des sociologues et des philosophes. Car n'oublions pas que notre métier, évidemment,
pour un certain nombre d'initiatives, de gestes, etc., pose des problèmes qui se rapprochent de la réflexion philosophique. Et je voudrais à cet égard rappeler ce livre fascinant de Pierre Jourdan, l'inventeur de la structure digestive en un plan, qui écrit un très bel ouvrage qui s'intitulait « Misère de la philosophie chirurgicale ». Alors peut-être n'entretenons pas cette notion de misère aujourd'hui plus qu'encore qu'hier. Merci. J'ai la petite question que j'ai prévue au départ, je peux te la poser. Ça concerne l'évaluation avant randomisation. Dans E10, dans les deux protocoles E10 et d'autre part Eusostrat, il y a une évaluation avant randomisation. Et c'est une évaluation sur le scanner, tu as dit, pour E10, peut-être pour plus complète pour l'autre. Mais c'est tout le problème de l'évaluation dont on ne sait pas très bien quelle est la valeur. Et on sait très bien qu'une tumeur, même traitée au scanner, peut très bien ne pas avoir diminué de volume et être stérilisée, ou à l'inverse, une diminution avec une persistance tumorale. Comment on peut résoudre ce problème de la mauvaise évaluation avant randomisation? Faut que tu répondes. Je sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Alors, bon, écoute, merci. Je pense que... Alors,